Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir interrompu vos activités personnelles et d'être venus assister à cette réunion que nous réalisons en Île-de-France sur la fédéralitude. Pour ceux qui me connaissent, je n'ai pas besoin de me présenter, mais j'ai vu que dans la salle, on a des gens qui nous ont connus tout à fait par les réseaux Internet et qui sont venus, qui ont fait le déplacement. J'ai au moins identifié dans ma généalogie 3 peuples africains et 2 peuples européens. Cela me rend très sensible, notamment dans mes cellules, à la détresse et à la souffrance du peuple africain qui souffre aujourd'hui de la malgouvernance. Je me suis lancé depuis 2007 dans la recherche sciences politiques à titre personnel. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à initier le courant de pensée de la fédéralitude depuis exactement la nuit du 20 au 21 juillet 2014. Mais l'impact est déjà là. Mes travaux sur la fédéralitude visent à remettre l'homme au centre du débat social et politique. Et aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous, non pas avec des certitudes, mais avec des questionnements. Parce que les certitudes, je les ai déjà, mais je veux questionner, je veux écouter, savoir ce que chacun en pense. Et nous sommes là pour échanger, pour en débattre. Je vais commencer par un rappel rapide sur l'actualité dans laquelle les peuples africains sont très sollicités. C'est cette histoire d'élection qu'on vote partout en Afrique. En 2014, ça a été l'année des élections en Libye, en Algérie, en Guinée-Bissau, en Afrique du Sud, au Malawi, en Égypte, en Mauritanie et au Sénégal. En 2015, une quinzaine de pays africains étaient prévus pour faire passer de nouveau, donc nous sommes en 2015, les populations aux urnes dans le cadre de toutes sortes d'élections, elles sont soit présidentielles, législatives ou locales. L'État fédéral du Nigeria a réalisé ces élections récemment et tout le monde a applaudi la manière avec laquelle les choses se sont passées. Mais vous êtes aussi au courant de ce qui se passe au Burundi. On se dit, qu'en est-il ou qu'en sera-t-il? Qu'en sera-t-il de la Centrafrique, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, de l'Éthiopie, de la Tanzanie, de la Guinée? Ces pays doivent en principe réaliser des élections aussi en 2015, mais certains n'ont même pas encore réussi à définir la date de ces élections. Les élections font partie des rituels auxquels les populations sont soumises aujourd'hui dans la majorité des États africains et dans le monde. L'Afrique n'est pas un continent en dehors du monde, on est dans le monde. Mais dans la majorité des pays, on peut se poser la question suivante. C'est pourquoi je vous ai dit que je serai dans une démarche de questionnement. Qu'est-ce que cela change pour le peuple? Ce peuple, il est souvent réduit au rang de troupeau de moutons qui doit choisir entre les lions et les loups. Donc, face à cette situation, nous, à la fédéralitude, on s'est dit, revenons à la source. Et la source, c'est quoi? C'est comprendre le sens des mots, pourquoi ces mots existent. D'où partent-ils? Les mots ne sont pas des inventions au hasard. N'est-ce pas que la plupart des États qui font voter les populations en Afrique se disent des républiques? Mais république, qu'est-ce que ça veut dire? Res publica. Res publica. La chose publique. Ou res populica. La chose du peuple. N'est-ce pas que la plupart de ces pays se disent démocrates ou démocratiques? Que veut dire démocrate ou démocratie? Demos, kratos, le peuple et le pouvoir. La démocratie, à l'origine, c'est le pouvoir du peuple. Et certains ont même rajouté que par le peuple. Le peuple, justement, a-t-il conscience de son pouvoir dans nos pays? Je parle surtout de nos pays africains. Le côté européen, je vous l'ai dit, ça fonctionne assez bien. Et nous voyons que les flux ne se font pas par bateau de l'Europe vers l'Afrique, mais le contraire aujourd'hui.
Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que le peuple africain a conscience de sa force, de son impact dans sa vie, sa propre vie? N'est-ce pas nous qui élisons les présidents de nos républiques? N'est-ce pas nous qui élisons les députés, les sénateurs? Et qui élit les maires? Parce qu'il y a des élections aussi municipales. Qui est-ce qui permet à un être humain comme nous, comme vous, de se proclamer chef de l'État, chef des armées, etc. N'est-ce pas nous-mêmes? Qui est-ce qui leur donne l'autorité, comme nous, de se proclamer premier magistrat de la nation? Qui est-ce qui leur donne cette autorité? Qui est-ce qui leur donne l'autorité et la légitimité de nommer les magistrats, les généraux, les premiers ministres et les ministres, les gouverneurs des provinces, les préfets des départements, les directeurs des entreprises publiques et parapubliques? C'est le peuple. Mais une fois que nous avons hissé ces hommes sur le piédestal, une fois que nous les avons élus, quels moyens avons-nous de les contrôler? Je vous pose la question et on en débattra tout à l'heure. Que pouvons-nous faire si un président élu par nous-mêmes, par nous, passe tout son mandat assis dans son bureau à la capitale avec ses ministres, pendant que les populations de nos villes reculées sont livrées à leur sort? Que pouvons-nous, s'il décide de nommer tous ses parents et amis à des postes clés du pays? C'est nous qui l'avons nommé. Mais si lui, il décide de nommer les siens, qu'est-ce que nous faisons? Que peut faire le peuple si celui qu'il a élu, le peuple, au suffrage universel direct, décide de prolonger ses mandats à vie? C'est beaucoup de questions. Quel est le pouvoir du peuple lorsque ses députés et ses gouvernants décident de faire passer les lois qu'ils veulent sans consulter le peuple? Quels moyens le peuple a-t-il de faire face à ses gouvernants lorsque ceux-ci lancent les forces de sécurité et de défense contre le peuple, lorsque tout simplement celui-ci conteste majoritairement une décision? À tous ces problèmes, nous pouvons ajouter ceux liés à la corruption des gouvernants, des magistrats, des forces de l'ordre, qui brisent les notions de mérite, de justice, de liberté individuelle, de liberté d'entreprendre et accroissent les inégalités sociales dans nos pays. Nous pouvons ajouter aussi les problèmes d'insécurité qui entretiennent la peur au sein du peuple. Face à tous ces problèmes, comment le peuple peut-il reprendre la situation en main lorsqu'il a totalement délégué son pouvoir à des tierces personnes qui se tournent ou se retournent contre lui? Voici un ensemble de questions, messieurs, dames, auxquelles la fédéralitude apporte des solutions. Oui, nous y avons réfléchi. Et aujourd'hui, je vous invite à débattre de ces sujets sérieux qui sont à la base de la souffrance humaine. Les Africains, c'est des humains. Ce n'est pas autre chose. Aujourd'hui, je vous invite à débattre dans la vérité, l'unité et l'amour. Car ces questions ne peuvent se traiter avec l'ego. Impossible. Mais avec la conscience. Et c'est la conscience dont nous avons besoin pour sortir nos frères africains, humains, qui souffrent de la malgouvernance. Dans tous ces principes, je veux que vous le reteniez, la fédéralitude est conscience.